Bon, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si j'avais besoin d'un micro, mais en fait, vous êtes plutôt nombreux. Sachant que c'est notre premier événement RPA, le premier événement pour l'Oiseau Rare. On est très fiers de vous accueillir et on vous remercie tous d'être venus. Alors, je vais... Comment la saison 6, les petits blinders, c'est terminé. Là, je crois que j'ai l'attention de tout le monde. Non, c'est complètement faux. Ça n'a strictement aucun rapport. J'aimerais juste pouvoir commencer en vous disant qu'on est très content de pouvoir organiser ce meet-up autour du RPA. On va remercier Wojo, qui, la directrice Sophie, les équipes marines qui ont organisé tout ça et qui nous prêtent les locaux, et qui on va faire ça en partenariat, et Toei, qui est la responsable de communication de Wojo. J'aimerais beaucoup remercier aussi UiPass, qui nous accompagne, qui est notre partenaire, sur la partie RPA. Et je vais introduire les speakers, parce que ce soir, c'est pas moi qui parle. Il y a des gens brillants qui travaillent dessus et qui ont organisé ce meet-up. Ce soir vont intervenir Benoît Méroul, docteur en informatique et consultant en RPA, qui a monté ce meet-up. Il sera accompagné de Manon Ménard, qui est chef de projet RPA sur la formation, de Maxime de Busquereux, qui est docteur en paléontologie et consultant RPA. Comme quoi, tous les chemins mènent au RPA. Voilà. Et derrière, nous aurons Abdiane, qui sera là pour présenter Abdiane, qui est un expert sur les process et qui est pre-sales chez UiPass et consultant aussi chez UiPass et qui va venir nous présenter aussi une partie. Je pense que j'ai largement trop parlé voilà, et que je vais laisser la place justement à Benoît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que ça marche? Ça marche super. Ça marche. Alors, bonjour, bienvenue à tous. Il faut qu'on monte le son, on nous dit. Les gens polis très bien. on dit derrière qu'on a Très bien, il faut qu'on monte le son. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous entendez mieux au fond? Il faut qu'on le tourne. C'est bon, on fait des réglages de dernière minute. Est-ce que là-bas ça va mieux? Ouais. Bon. Est-ce qu'à gauche vous entendez, vous n'êtes pas assourdi? Donc merci à tous d'être venus à ce tout premier meet-up RPA de l'Oiseau Rare sur les bases du RPA. L'idée ici, c'est qu'on va vraiment partir de zéro pour vous expliquer ce que c'est que le RPA. S'il y a des gens ici qui ne connaissent pas du tout le RPA, vous allez apprendre plein de trucs. S'il y a des gens qui connaissent un petit peu le RPA, vous allez apprendre quelques trucs. Et s'il y a des gens qui connaissent très bien le RPA, vous allez boire des bières gratuites au frais de mon patron. C'est un peu le meet-up du bonheur. Alors pour ce faire, ça va s'animer en plusieurs parties, si j'arrive à passer ma slide. Et on va commencer par comprendre le RPA. Alors déjà premièrement, il y en a peut-être parmi nous qui se disent c'est très bien, mais le RPA, qu'est-ce que c'est? Question légitime. Le RPA, ça veut dire robotique, process, ça veut bien s'afficher, merci, automation. En français, on pourrait dire automatisation robotisée de processus, qui est un terme qu'on n'utilise absolument jamais. Et c'est ça l'idée. Ce qu'on va faire, c'est que je vous propose de lire tous ensemble une définition qu'on va essayer de comprendre. La définition que j'ai, c'est celle-ci. RPA, c'est outil d'optimisation informatique conçu pour imiter la même progression manuelle à travers les applications que celle d'un humain à l'aide d'une combinaison d'interactions de l'interface utilisateur ou de connecteurs vers les serveurs clients, les ordinateurs centraux ou le code HTML. Waouh! Alors on va essayer de comprendre tout ça. Ce qu'il faut retenir de cette définition, c'est que le RPA, c'est une méthode d'automatisation qui automatise des tâches informatiques. Ça recrée ce que pourrait faire un utilisateur sur un ordinateur en utilisant concrètement les drivers de la souris ou du clavier. Alors pour comprendre, on va parler un petit peu d'automatisation. Pour automatiser des tâches, il existe un certain nombre de méthodes. Une méthode toute simple que vous connaissez peut-être, c'est le bash. Le bash, pour ceux qui connaissent, c'est des petits scripts qui permettent de lancer des commandes Windows, qui permettent facilement de renommer des fichiers, de déplacer des dossiers, de lancer une commande pour faire un exit ou lancer un programme. Autre chose qui existe, qui est très utilisée, c'est l'utilisation des API. Les API qui sont donc des connecteurs entre votre automate et un logiciel ou une plateforme sur laquelle vous voulez faire de l'automatisation, ou en tout cas avec laquelle vous voulez communiquer. Si vous avez déjà utilisé ces technologies, vous savez qu'il y a certains problèmes qui se présentent. Par exemple, le bash, c'est très bien, mais c'est utile que sur des tout petits projets, des tout petits scripts, et puis c'est des vraies usines à gaz. C'est très compliqué, parfois on rajoute un espace, ça marchait avant, ça marche plus maintenant, on ne sait pas pourquoi.
Et les API, alors les API c'est très très bien, mais quand vous voulez automatiser et que vous avez besoin d'une API, il y a trois possibilités. Soit l'API elle existe, impeccable, soit elle n'existe pas, il faut la coder, ce qui peut être très très long, soit elle n'existe pas, et en plus le logiciel est propriétaire, et là vous ne pouvez rien faire. Nous, on vient rajouter ici, si ça va bien marcher, voilà, le RPA. Donc un robot qui est capable de lire une interface graphique, de la comprendre, et d'aller directement cliquer sur le bouton machin, remplir le champ truc. Et du coup, ça se développe très vite, et c'est adaptable à tous les systèmes. Alors concrètement, sur quoi le robot peut-il agir? Un robot, entre autres, ça peut agir avec des fichiers de type Excel, Word, ça va aussi plus loin, ça marche pour les fichiers de texte ou les fichiers basiques. Sur des bases de données directement, ça peut interagir avec des terminaux, et le plus important, ça peut directement lire et interagir avec des interfaces homme-machine. Parmi les nombreuses actions qu'on peut faire, on peut cliquer, saisir des champs de texte, on peut faire de la saisie sur écran, du copier-coller de fichiers, envoyer des mails, etc., etc. Et alors, je vous en parle un petit peu. Ce qu'on voit un peu émerger de plus en plus aujourd'hui, c'est des connexions entre le RPA et l'intelligence artificielle. Dans le RPA, on retrouve de la reconnaissance de caractères, et on le lit parfois, ça arrive à de la catégorisation automatique ou même à des chatbots pour communiquer directement avec les robots. Alors concrètement, ce que je veux que vous reteniez, c'est que la puissance du RPA, l'une des puissances du RPA, c'est qu'il est capable, comme je disais tout à l'heure, de lire une interface. Ici, vous avez une interface de type SAP. Si vous lancez un robot sur un ordinateur qui fait tourner SAP, il est capable de lire cette interface et tout seul de comprendre que ici, il y a un label, que là, il y a un champ de texte, que ici, il y a une liste déroulante, ou que là, j'ai un laser, ou que là, il y a un bouton. Je vais faire comme ça. Voilà. Et donc, le robot, vous pouvez lui dire, eh ben, chope-moi l'information qu'il y a sur ce label, remplis-moi ce champ de texte, clique sur ce bouton. Et vous allez voir le faire réellement. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir le RPA en quelques chiffres. Tout d'abord, on a, merci, au niveau de l'évolution du marché, en 2016, on estimait à 250 millions les investissements qui étaient faits par les entreprises qui faisaient du RPA. Et on projette à 2,9 milliards ces estimations en 2021. Pour ce qui est de la projection de l'investissement, on a 78% des entreprises utilisatrices du RPA qui prévoient d'augmenter leurs investissements sur les 3 prochaines années. Et enfin, parce que c'est une technologie qui demande des infrastructures et qui est assez jeune, on a pour le moment que 3% des entreprises utilisatrices de RPA qui utilisent 50 robots ou plus, donc 50 assistants automatisés ou plus. Puisque ces assistants donc, demandent des infrastructures serveurs, des développeurs, et encore une fois, ce chiffre ne fait qu'augmenter car cette technologie est pour l'instant assez jeune. Alors au niveau des éditeurs qui proposent des logiciels pour faire du RPA, on en trouve un certain nombre qu'on a mis ici. Ce qu'on voit ici, là, ce qu'on appelle les niche players, c'est les éditeurs qui sont surspécialisés dans un domaine en particulier, généralement. Alors, si jamais vous ne connaissez pas trop le RPA et que vous voulez briller en soirée mondaine avec des amis qui font du RPA, ce qu'il faut connaître, c'est ces trois-là, ici, les leaders. Vous avez Automation Anywhere, Blue Prism et UiPath. Nous, chez l'Oiseau Rare, depuis la création de notre pôle RPA, on a choisi UiPath, qui, comme on va le voir après, a une interface qui permet facilement de comprendre le fonctionnement du robot et de le coder soi-même. On va voir juste après. D'ailleurs, on va le voir juste après, tout de suite. Tout de suite. Voilà. Merci. Donc ça, par exemple, c'est l'interface pour coder des robots avec UiPath. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a une représentation de type flowchart. On peut voir exactement ce que va faire le robot. Il part de là et on voit par où il passe. Ici, on a directement ce qu'on appelle des activités, c'est-à-dire ce que fait des actions faites par le robot. Cliquer, remplir un champ de texte, envoyer un mail, copier un fichier, etc., etc. Et puis après, bon, je ne vais pas tout vous décrire. Ici, vous avez des propriétés, là, vous avez plein de trucs. Si je vous montre Automation Anywhere, ça ressemble à ça. On retrouve une notion un peu plus code ici, avec des lignes ici, mais on retrouve globalement nos activités ici, nos propriétés ici. Et là, on a, comme ça je le fais tous, Blue Prism, qui reprend une visualisation un peu plus UML, pour ceux qui connaissent. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle de robots, et je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui disent « Ok, c'est super, ça a l'air très bien, mais concrètement, à quoi ça ressemble ?» Je vous remercie d'avoir posé la question, parce que je vais y répondre tout de suite. En fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer une vidéo d'un robot en train de tourner, un vrai robot qu'on utilise pour de vrai. Je vous fais une petite intro sur cette vidéo. C'est un robot qui fait un process d'onboarding. Le concept, c'est, vous êtes chef d'entreprise, ou vous êtes RH, vous avez un nouvel élément qui vient chez vous, et vous allez lui créer un certain nombre d'accès, un certain nombre de comptes. Vous allez lui créer un mail professionnel. Avec ce mail, vous allez l'utiliser pour créer un compte
sur un Slack par exemple, pour sa mutuelle, pour ses tickets resto, etc., etc. Et c'est ça que fait ce robot. Je vais lancer. Ouais, ça marche. Donc ce que je disais, imaginez le concept. Vous êtes RH. Vous avez un nouvel arrivant, vous avez donc tous ces comptes à créer, et ce sont des actions qui sont toujours les mêmes, elles sont répétitives, et ça c'est parfait pour un robot. Donc vous allez commencer par lui créer une messagerie pro, et avec cette messagerie, avec son adresse, vous allez pouvoir créer, alors là on a mis dans l'exemple, enfin c'est même pas l'exemple, c'est ce qu'on fait nous, une mailing list, le Slack, le Windows, le WikiRPA qui est un outil à nous, Alan c'est notre mutuelle, et Launcher c'est notre carte ticket restaurant. Donc là, alors là c'est pas un robot, en fait imaginez, ça c'est un humain qui le remplit. Vous avez quelqu'un qui vient d'arriver qui s'appelle Nono le robot, vous rentrez sa date de naissance, sa date d'entrée, il est consultant RPA, il a un mail personnel, c'est un homme. Il n'y a pas, voilà, exactement. Et là c'est le robot. Là, il n'y a plus personne qui touche la souris. Ce que vous voyez, c'est le robot. Pour information, on l'a ralenti pour pouvoir qu'on puisse mieux voir, mais le robot est excessivement rapide. Il commence déjà par créer ici le mail pro, puisque vous allez en avoir besoin pour créer toutes les autres applications derrière, donc c'est forcément la première étape. Ce qu'on voit ici, en fait, pour ce qui est de la rapidité du robot, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, là, il l'a créé, c'est qu'il est limité non pas par sa vitesse à lui, mais par la vitesse des applications sur lesquelles il tourne. Il ne peut pas aller plus vite que le portail ici. Donc là, on le voit même pas cliquer, hein, il va beaucoup trop vite. Il a déjà fait la mailing list, et à partir de ça, il va pouvoir s'en servir. Donc là, on voit qu'il va faire le compte Microsoft, juste ici. Et à chaque fois, ce qu'on voit ici, là, voilà, c'est un fichier Excel que nous on appelle le fichier de reporting, qui est un fichier qui vous permet de communiquer avec le robot pour savoir ce qu'il a fait. Au fur et à mesure, il le remplit. Chaque ligne va correspondre à une application sur laquelle il a ouvert un compte, et il va vous dire s'il a réussi ou s'il a échoué à ouvrir le compte. On voit qu'il a fait mail OVH, Windows, je vous promets, il va tout réussir. J'ai déjà vu la vidéo. Voilà, là il fait le Slack. Donc là il a déjà fait Slack, mailing list. Ensuite il nous fait, donc il le rajoute dans le reporting. Il nous fait Alan, donc c'est notre mutuelle. On n'a pas de placement de produit. Ici, voilà. Donc là il le crée, il va le rajouter dans le reporting, commencez à comprendre. Voilà, juste là. Et enfin, c'est pas le dernier, on a Launcher, donc qui est notre système de carte ticket resto. Et ici, pareil, vous voyez qu'à chaque fois, le principe est le même. Vous rentrez sur l'application, vous rentrez des informations, nom, prénom, adresse, etc. C'est toujours les mêmes, et c'est le robot qui le fait à votre place. Voilà. Il va le valider, il va remplir le reporting, là, et il termine par le WikiRPA, qui est un outil qu'on a chez nous, qui nous permet de centraliser nos connaissances sur le RPA. Voilà, il remplit tout, bon, vous commencez à comprendre. Voilà, et il va... Une fois qu'il a fait ça, il finit de remplir son reporting. Il l'envoie par mail au RH ou à qui vous voulez. Là, on voit, donc là, c'est un humain qui a repris la main. Donc là, il a envoyé par mail ce fichier, et là, on voit qu'il reste certains éléments qui restent à finir parce que vous avez, pour certaines créations, des captchas à remplir, et ça, le robot, il sait pas faire parce que c'est un peu le principe. Et donc là, il vous ouvre directement les applications, et vous n'avez plus qu'à remplir à la main les captchas. Et là, il vous sort, voilà, son reporting qui est là. Et voilà. Maintenant, vous voyez à quoi ça ressemble concrètement. Sachant qu'évidemment, ça peut tourner directement sur des serveurs sans que personne ne voit ce qu'il fait. Là, dans l'idée, on faisait tourner sur une vraie machine. Ok, on passe à la partie 2. Quand est-ce qu'on utilise du RPA? Comme je disais, le RPA, ça peut faire plein de trucs. Souvent, quand on entend parler, on se dit c'est génial, on va mettre des robots partout. Le RPA, c'est très 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 puissant, mais il faut savoir quand l'utiliser. Merci. Donc le RPA, ça s'utilise principalement sur des tâches qui sont de type... Alors, travail manuel... on se met d'accord, on est sur un ordinateur. Travail manuel, c'est clavier-souris, évidemment. Donc, pour faire du travail manuel, des processus répétitifs, qui ont des règles, qui suivent des règles prédictives, qui ont une faible valeur ajoutée, et qui utilisent des données organisées. Données organisées, c'est base de données, fichiers Excel, etc., etc. Alors, vous allez jouer avec moi. Comme ça, je vais voir si vous avez écouté. Je vais vous donner un exemple de processus. Imaginez, vous avez un fichier Excel, et sur chaque ligne, vous avez un client. Vous avez son nom, son prénom, sa date de naissance, je sais plus, son genre, un truc comme ça. Et pour chaque client, vous voulez l'inscrire, lui créer un compte, pour quoi que ce soit, on s'en fiche, peu importe. Donc il va prendre les informations, il va les coller là-dedans. Et une fois qu'il a fini, eh bien, il va vous envoyer un mail pour dire j'ai fini, ça va marcher ou ça va pas marcher. Alors c'est là que ça va vous jouer à main levée. Qui pense qu'un tel process est adapté au RPA? C'est beau, mais du coup, il y en a qui sont fous. Donc ceux qui ont levé la main, c'est bon. C'est tout à fait adapté au RPA. Alors pourquoi? Travail manuel. Là, on est sur du clavier-souris. Pas de souci. Processus répétitif, oui.
C'est répétitif. À chaque fois, pour chaque ligne, on fait exactement le même process. Et des règles prédictives, tout à fait. Là, les règles, c'est simple. Les règles, c'est je prends le prénom, je le mets dans prénom, je mets le nom, je le mets dans nom. On pourrait imaginer des règles du genre, la date de naissance, ça doit bien être jour, / mois, ou quelque chose comme ça. On est sur des règles prédictives. Faible valeur ajoutée, bon là je pense qu'on est à peu près d'accord. Et les données organisées, on part bien de données organisées puisqu'on part d'un fichier Excel. Pas de souci. Deuxième exemple. Ici, on a, vous avez un service où vous avez des abonnés. Des abonnés à quoi on s'en fiche, vous avez des abonnés. Et parfois ils se désabonnent. Et du coup, ils vous envoient un mail pour dire je ne suis pas satisfait, j'aimerais me désabonner. Une fois que ce mail est reçu, ça passe par un décisionnaire qui va prendre une décision, soit de rappeler le client pour essayer de le garder, soit finalement de clôturer le compte. Si le client est rappelé, l'opérateur téléphonique va tenter de le convaincre, et soit ça va marcher et finalement on va rien faire, soit ça va pas marcher, on va clôturer le compte quand même. À main levée, qui pense qu'un tel process est adapté au RPA? Merci. Vous pouvez sortir, monsieur. Non, c'est pas adapté au RPA. Pourquoi c'est pas adapté au RPA? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on est sur du travail manuel? Non, bah non, on a un opérateur téléphonique là. Le robot il va pas passer des appels à votre place. Ça c'est pas possible. Processus répétitif, oui. Chaque fois que vous recevez un mail, c'est toujours la même procédure. Ça c'est bon. On valide. Règle prédictive, bah non. Non, on a un décisionnaire là. On sait pas comment il prend ses décisions. Le robot il peut pas faire ça. Faible valeur ajoutée, bah vous perdez des abonnés. Donc, on est d'accord. Et données organisées, pas du tout, vous partez d'un mail. Le robot tel quel, il n'est pas capable de comprendre l'objet d'un mail. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est est-ce qu'un tel process est éligible au RPA? Non, mais peut-être que si. Un tel process, on pourrait soit le jeter, soit essayer de se dire travail manuel c'est pas bon, ah ben, je pourrais sortir l'opérateur téléphonique du périmètre et dire le RPA fait tout ce qu'il y a avant, et après il renvoie une liste de gens à rappeler. Ça c'est bon. Règles prédictives, on les a pas. On peut aller voir le dictionnaire et lui dire ok, quelles sont vraiment les décisions à prendre, les choix que tu fais pour savoir si on rappelle ou pas. On en crée des règles prédictives. Et enfin, données organisées. Alors, plusieurs possibilités. On pourrait imaginer, soit on met quelqu'un avant là, qui lit les mails et qui en fait un fichier Excel ou quelque chose comme ça, et là c'est bon. Soit on renvoie les clients vers un formulaire qu'ils remplissent pour se désabonner. Et là on remplit tous les spots. Super. Je vais donc laisser ma collègue Ménard vous expliquer. Ma collègue Ménard, je ne sais pas pourquoi Ménard. Ma collègue Manon, pardon. Prendre la suite. Donc, bonjour à tous. Alors moi je vais enchaîner sur la partie comment fait-on du RPA? Parce qu'effectivement, on a plusieurs manières de faire du RPA. Enfin, on a surtout plusieurs critères pour faire du RPA, à savoir qui fait du RPA, quelles sont les grandes étapes pour faire du RPA, et puis quels sont les grands livrables aussi. Alors tout d'abord, on va passer à qui fait du RPA, donc les plus grands profils en fait, qui vont être partie prenante vont tout d'abord être donc le chef de projet et l'expert métier qui sont généralement à l'initiative de ce projet, qui sont vraiment à l'initiative du processus opérationnel. Derrière, on va retrouver aussi la DSI, donc la direction des systèmes d'information. Ceux-ci vont généralement être là en tant qu'appui, surtout pour les critères de conformité et d'habilitation et d'accès. Et derrière, on va retrouver le binôme du business analyst et du développeur RPA, c'est-à-dire que ces deux personnes-là ont des profils qui vont être complémentaires sur les 2 prochaines phases à venir. Donc en fait, là, ce qu'il faut retenir, c'est que ces 5 profils-là sont hyper importants sur un projet et que s'il en manque 1 ou 2, potentiellement, ça ne va pas marcher. Donc la première phase, c'est la phase d'analyse. Cette phase d'analyse, généralement, elle est guidée par le business analyst, comme son nom l'indique. Mais il est fortement appuyé par le développeur RPA, qui sont en binôme, donc ils vont être complémentaires sur toutes ces étapes. Donc en fait, on commence par la demande qui est initiée, donc, comme je disais, par le chef de projet et l'expert métier. Suite à cette demande-là, on a une étude d'éligibilité. Cette étude d'éligibilité va comporter, c'est une grande étape du projet, et elle va comporter plusieurs critères, comme la faisabilité. Donc ce que disait Benoît tout à l'heure, on va retrouver des critères comme par exemple les règles prédictives. On va retrouver également les critères de complexité.
ces critères de complexité, ça va être tout ce qui est le nombre d'écrans. C'est-à-dire que plus le nombre d'écrans sur un processus va augmenter, plus la complexité va augmenter. Et derrière, on va retrouver aussi les critères de rentabilité. Donc ça se joue souvent au niveau du gain en temps et de la diminution d'erreurs. Et en fait, ça va donner lieu au premier livrable, qui est le PQD, Process Qualification Document, où on retrouvera toutes ces informations. Donc ensuite, ça donne lieu à la définition du périmètre. Ce qu'il faut savoir dans un projet RPA comme ça, la particularité, c'est que on a un coût qui est assuré jusqu'à cette étape-là. Et que parfois, c'est un coût qui va jouer en jour homme, donc 2-3 jours hommes. Derrière, ça peut aussi bien s'arrêter si on se rend compte que finalement, ce n'est pas éligible. Mais bon, en règle générale, on arrive toujours à trouver des solutions pour obtenir un go, qui donne suite donc du coup à une analyse détaillée. Et cette analyse détaillée donne lieu à un livrable, qui est le deuxième livrable, réalisé par le business analyst, le PDD, qui va être vraiment la liste de toutes les étapes que le robot va devoir faire. Donc toutes ces grandes étapes-là de la première phase, la phase d'analyse, doivent être en présence de l'expert métier, du chef de projet et également de la DSI le plus souvent. C'est-à-dire que ces personnes-là doivent vraiment être à la disposition de ces deux personnes, sinon on est bloqué pour beaucoup de phases. Ensuite, on passe à la deuxième phase, la phase de réalisation. Cette phase, ça va être vraiment la phase qui est dédiée au développeur, puisque ça va être la phase technique, mais lui va être fortement appuyé par le business analyst, du coup, vu que c'est un binôme. Donc, tous les deux, ils vont réaliser, le développeur va réaliser une estimation de son processus. Donc là, c'est la particularité d'un projet RPA, c'est qu'on est capable de faire aussi une estimation au milieu d'un processus, enfin, au milieu d'une méthodologie de projet. Donc, l'estimation de la durée, c'est vraiment pour le développeur, pour qu'il voit un peu comment est-ce qu'il va jauger, combien de temps ça va lui prendre. Ensuite vient une longue phase de développement ou pas, c'est-à-dire que plus le processus est jugé complexe et plus ça va être long. Ensuite, les tests UAT, donc UAT c'est User Acceptation Test, ça va être les tests qui vont être faits avec toujours l'expert métier, le chef de projet et la DSI. Il faut savoir que sur un projet RPA, généralement, on est toujours en lien, même pendant la phase de réalisation, avec l'expert métier, puisqu'on ça va donner lieu à vraiment plusieurs ateliers pour revoir potentiellement certaines étapes du processus. Donc en général, après les tests, c'est toujours une réussite, donc forcément, on a un go. Et s'ensuit la mise en production. Suite à la mise en production, le développeur, cette fois-ci, va devoir réaliser un livrable. Et ce livrable, ce sera la documentation technique, donc appelée DSD, SDD, et pour d'autres, cahiers de production. Donc on a vraiment plusieurs termes selon les entreprises. Mais généralement, c'est un livrable qui est très important, surtout pour la maintenance derrière. La maintenance, généralement, elle s'opère lorsqu'il y a des incidents sur le processus, puisqu'il est fortement sensible à tout ce qui va être évolution, type code HTML qui change, le processus ne va pas marcher. Donc il y a souvent de la maintenance à faire pour n'importe quel processus. Voilà, donc je vais laisser Benoît revenir et puis on va tous répondre à vos questions si vous en avez, je suis sûre que vous en avez. Merci. Merci beaucoup.